Souleymane Niang. C'était le 11 février 2019 en pleine campagne électorale en vue de l'élection présidentielle. Le cortège du candidat Issa Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement était pris à partie à Tambacounda et dans les affrontements qui s'en étaient suivis, il y a eu mort d'homme. L'affaire est jugée ce matin devant la chambre criminelle de Tambacounda. Le procès s'est ouvert il y a près d'une heure. Nous sommes en direct avec notre correspondant à Tambacounda. Moussa Omar Gueye, bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Où en est-on du déroulement du procès? Tout à fait. La chambre criminelle, en tout cas, il y a une forte présence policière, en tout cas sous haute surveillance policière, et l'audience a démarré depuis 11 heures. Donc les prévenus, à l'unanimité, ont nié les faits qui leur sont reprochés par rapport au chef d'accusation de meurtre sur la personne d'Ibrahima Diop et les coups et blessures volontaires. Ils ont tout de même reconnu la détention illégale d'armes blanches sans autorisation administrative actuellement. C'est au tour de la partie civile de répondre aux interrogations des avocats de la défense. Parmi les blessés, il y a aussi Djibril Kébé qui a reçu un coup de couteau sur l'épaule droite avec fracture, avec incapacité temporaire de travail de 45 jours. Et Abdoukhadr Djeylani Ndiaye, lui, il déclare avoir vu les éléments du PUR donner un coup de poing à son père. C'est en ce moment qu'il est allé à la rescousse. Il a été blessé par un bat baseball sur la mâchoire. Il a perdu donc 2 dents. Pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, au niveau de la salle d'audience également, les mesures liées au contexte corona ont été respectées du début à la fin. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde dans la salle d'audience. Il y a une forte présence des gendarmes qui sont là. Mais également, on a constaté qu'il y a un ordinateur et un appareil de vidéoconférence. Donc, certainement, il y aura des vidéos ou des documents qui seront projetés devant le grand public qui est là dans la salle d'audience en attendant de revenir un peu plus amplement. À quelle heure attend-on le verdict, Moussa Omar Gueye? Le verdict, ça pourrait aller jusque vers les coups de 22 heures parce qu'il y a déjà 13 prévenus. Et du côté de la partie civile, il y a également à signaler que la victime Adja Togo Guindo également, elle est là présente, mais elle n'est pas encore venue devant la barre. Et de l'autre côté, pour rappeler que la cour est présidée par El Hadj Boubou Ndiaye, il y a 2 juges à côté, les assesseurs, juge Aboudjé, Sangone Fall. Il y a également le procureur général Demba Traoré. Demba Traoré, pour rappeler, lui, le procureur de la République de Tambacounda, il est même affecté à Dakar. Donc, mais présentement, il va siéger pour ce qui est de la chambre criminelle qui s'est ouverte aujourd'hui à Tambacounda. Dans le contexte du Covid, est-ce qu'il y a du public? Il y a du public, plus ou moins, ils ont filtré les entrées. Il y a une bonne partie de la presse qui est dans la salle, mais également pour ce qui est de la partie civile, on a constaté qu'il y a la présence de quelques individus de Tambacounda, mais également du côté du pool des avocats de la défense. Sur les documents, il y avait Maître Ousseinou Gaye et Ladjiba, mais par contre, on a constaté qu'il y a 3 autres avocats qui sont certainement de la défense. Voilà, donc nous y reviendrons. Mais pour ce qui est du contexte corona, c'est respecté. Parce que déjà à l'entrée du tribunal de grande instance, il y a les gendarmes qui sont là-bas, il faut porter le masque. Également, il y a le thermoflash pour mesurer la température des individus qui pénètrent dans la salle. Mais également pour ce qui est donc du lavage des mains et tout, disons tout simplement que le contexte corona en tout cas a pesé sur la chambre criminelle de Tambacounda. Merci Moussa Omar Gueye, que nous retrouverons lors de nos prochaines éditions. À noter, la chambre criminelle de Tambacounda va également juger les affaires Binta Camara après-demain et dès demain l'affaire du meurtre du commandant Tamsir Sané, ex-commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum. Toujours au chapitre judiciaire, les 14 manifestants arrêtés hier lors du rassemblement organisé par Nitoudeg vont être déférés au parquet selon leurs avocats. Ils avaient été arrêtés parce que leur manifestation était interdite, manifestation contre l'occupation illégale du littoral. C'était sur la corniche ouest. Évoquons maintenant le dossier de l'activiste alias Khouroum Khar. Après notification de sa condamnation à ses avocats hier, ces derniers vont introduire une demande de liberté provisoire pour raison de santé. À ce sujet, je vous propose d'entendre l'un de ses avocats, Maître Khourey Chiba, joint tout à l'heure par El Hadj Ndiogou Diène. Il y a donc des éléments du mouvement dit Nitoudeg Valeurs, le mouvement de M. Abdoukarim Gueye. Donc 11 de ses amis ont été arrêtés hier, donc interpellés dans la zone de
la RTS, du triangle là, de la RTS. Et ils ont été donc gardés à vue hier et ils viennent d'être transférés à la cave du tribunal. Donc je confirme effectivement qu'il y a 11 jeunes du mouvement Nitu Dëgg Valeurs ainsi que 2 appartenant au mouvement des Gilets Rouges. Il y a également un autre élément qui était gardé au commissariat de la Médina, donc de Nitu Dëgg Valeurs, ce qui fait au total nombre de 14 jeunes manifestants. Concernant Xurum Xax lui-même, où en est la procédure judiciaire parce qu'on parle de plus en plus de son état de santé qui serait devenu précaire et inquiétante. Et au plus mal, son état de santé est extrêmement inquiétant. Nous, tout ce que nous avons pu faire en rapport avec monsieur le procureur général, c'est d'abord d'accélérer la délivrance du jugement, ce qui a été fait depuis le lundi. Depuis hier, mardi, donc, malgré la situation de grève que l'on connaît au tribunal, le parquet du TGI est saisi donc pour finaliser le rapport d'appel. Aujourd'hui même, au moment où je vous parle, si c'est fini, le parquet général, c'est-à-dire au niveau de la cour d'appel, sera saisi et il restera au service donc de monsieur le procureur général de nous trouver au plus vite une date, un enrôlement, même s'il le faut en chambre du conseil, afin qu'on puisse plaider la liberté provisoire en attendant que le fond du dossier soit plaidé. Et puis, contre le bradage des terres à Thiès, des acteurs politiques et des mouvements citoyens ont mis en place un collectif pour la préservation du patrimoine foncier de Thiès. Le dit collectif, qui annonce une saisine de la Cour suprême par voie de référé, exige la publication de tous les procès-verbaux de désaffectation et de réaffectation des parcelles. Ibrahima Amidou Dem, ancien magistrat, président du mouvement Ensemble, par ailleurs porte-parole du dit collectif, il est joint par Barthélémy Ngom. La première, c'est de demander la publication par les collectivités locales, mais aussi par les autorités administratives locales, des procès-verbaux de désaffectation et de réaffectation des parcelles dans toute la ville. Parce qu'on a constaté depuis quelques mois que des parcelles de pauvres citoyens étaient illégalement désaffectées pour être réaffectées à d'autres personnes, mais c'était en quelque sorte une occasion pour vendre ces terrains-là. C'est pourquoi nous avons décidé de demander ce procès-verbal-là. La deuxième action consiste à la saisine de la Cour suprême par voie de référé. Comme vous le savez, depuis 2016, il a été institué un référé administratif. Si nous constatons que nos droits fondamentaux ont été violés, nous pouvons saisir la Cour suprême pour qu'il nous rétablisse dans nos droits. Nous savons qu'en 2016 aussi, après le référendum de 2016, il y a eu de nouveaux droits fondamentaux, notamment le droit à un environnement sain, mais aussi un droit sur notre patrimoine foncier. Donc nous avons estimé que ces droits fondamentaux-là ont été violés. C'est pourquoi nous avons décidé, au nom de ce collectif-là, de saisir la Cour suprême. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. La reprise des cours dans les classes d'examen de l'enseignement général et de la formation professionnelle est prévue demain, 25 juin. Nous vous annoncions hier que le lycée Thierno Seydou Nourou Tall ne serait pas au rendez-vous à cause de problèmes d'approvisionnement en eau. Eh bien, l'eau va à nouveau couler au lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar. Les parents d'élèves en ont fait d'ailleurs une exigence avant la reprise des enseignements demain. Ce matin, nous avons fait un tour dans l'établissement d'application. Les ouvriers de la Sen'Eau sont à pied d'œuvre. Chertidiane Diagne. Des ouvriers de la Sen'Eau en gilet fluorescent sont positionnés à l'entrée de l'établissement. Certains parmi eux s'affairent autour de la station de pompage qui fait face à l'établissement d'application Seydou Nourou Tall. L'eau y fait défaut depuis bien des mois. Dans l'enceinte de l'école, un calme plat y règne. Le concierge nous affirme qu'aucune autorité de l'école n'y est encore. Après vérification, il se trouve qu'effectivement l'administration est en réunion pour préparer la rentrée de demain, et cela après plusieurs mois d'interruption due à la pandémie du coronavirus. Derrière le bloc pédagogique, d'autres ouvriers se dirigent vers un tuyau de raccordement. Mais le chef des travaux, assez tendu, ne veut dire mot. Après insistance, il nous assure que l'eau va à nouveau couler
à Seydou Nourou Tall dès ce jour, ce qui va certainement mettre un terme à la menace de boycott de reprise des cours brandis par les parents d'élèves du lycée d'application de Dakar. Pénurie d'eau, distribution de vivres, plus de 20 élèves dans les salles de classe. Le lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye rouvre également ses portes dans un contexte de propagation du virus et il y a beaucoup de manquements également. Le proviseur rassure. Salif Sow lui a fait faire un tour dans le plus grand établissement scolaire du Sénégal. Reportage. L'eau de robinet n'a pas coulé ce matin au lycée Seydina Limamoulaye. La persistante pénurie d'eau est passée par là. Pour demain, jour de reprise des enseignements, le proviseur dit trouver la solution face à cette équation. Mandaou Mbaye. Nous avons des réservoirs de stock et on va tout à l'heure voir s'il faut les remplir à nouveau. Mais on n'a pas tellement de problème d'eau. Les 3630 candidats au baccalauréat sont répartis dans 110 salles de classe. Du coup, ils peuvent se retrouver à un nombre supérieur à 20 élèves comme initialement annoncé, d'où la correction du protocole sanitaire. Auparavant, on nous avait instruit de nous en tenir strictement au 20. Au terme du protocole d'aujourd'hui, ils ouvrent la possibilité à certains établissements qui ont des salles qui peuvent dépasser 20 élèves en respectant les gestes de dépasser ces 20 élèves-là. De leur côté, les 250 professeurs convoqués se sont tous signalés. Cependant, enseignants et élèves risquent de trouver sur place les bénéficiaires des aides alimentaires car ici, la distribution des vivres continue. Mandaou Mbaye, le proviseur, rassure. Là également, il faut d'abord préciser que c'est dans beaucoup d'établissements parce que les écoles sont aussi des édifices publics. Et pour le cas de Limamoulaye, ce matin, je suis passé au foyer. On m'a donné la garantie que durant la matinée d'aujourd'hui, le reste sera évacué et que la salle sera nettoyée. Plus de 12 000 élèves vont retrouver le chemin de l'école demain jeudi dans un contexte de propagation du virus. À Guédiawaye, les cas confirmés dépassent 250. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. À Bambey, les élèves sont prêts à reprendre le chemin des classes. Ils veulent en finir avec cette année scolaire pour affronter d'autres défis, mais ils invitent au respect du protocole sanitaire, ce que l'IEF, l'inspection de l'éducation et de la formation de Bambey, assure avoir mis en place. Reportage Babacar Diouf. Le sac au dos, ce jeune élève doit taper 2 km pour rejoindre le lycée de Bambey. Ce garçon doit réviser les leçons déjà faites en classe, mais pas n'importe lesquelles. Je vais aller réviser les mathématiques. Pourquoi aller jusqu'à l'école pour réviser? Parce que les matières scientifiques, il faut qu'on ait un tableau et avec les autres aussi, le groupe de travail pour bien travailler les mathématiques. Et vous pensez que vous avez assez de temps pour pouvoir réviser et affronter l'examen? Oui, nous avons eu assez de temps. Durant les vacances, nous avons eu 3 mois pour réviser ce qu'on avait déjà fait et après, on va connaître le programme avec les professeurs. Astoufal, elle, veut en finir. Plus question d'attendre une maladie dont on ne connaît pas la fin. Mieux vaut qu'on commence les cours dès maintenant et pour qu'on puisse terminer avant que la saison des pluies ne puisse faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Mais l'essentiel, c'est que les mesures barrières soient respectées. De prendre soin de leurs enfants en essayant de voir s'ils décident d'aller à l'école, en essayant de voir s'ils ont très bien pris ce qu'il faut, genre masque, gants et gel hydroalcoolique pour aller à l'école. À l'IEF de Bambey, toutes les dispositions ont été prises, rassure l'inspecteur départemental de l'éducation, Pape Amadou Sidibé, dit que le protocole sanitaire sera respecté. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Voilà pour les élèves. Quant aux parents d'élèves, les associations se disent favorables à une reprise des cours dès demain. L'UNAPES et la FENAPES se disent rassurés pour le moment par les dispositions prises par les autorités sénégalaises. Mais les responsables de ces deux associations évoquent certains manquements comme le manque d'eau. Ils demandent au gouvernement d'apporter les rectificatifs le plus tôt possible. Anna Rocha. Cette fois-ci sera peut-être la bonne. En tous les cas, si ça ne tient qu'aux associations de parents d'élèves, ceux en classe d'examen pourront reprendre le chemin de l'école dès demain. Abdoulaye Fané est le président de l'Union des parents d'élèves du Sénégal. Nous disons oui pour la reprise des enseignements-apprentissages avec nos coordinations départementales. Nous leur avons demandé si les dispositions sont véritablement satisfaisantes pour permettre de réouvrir. Pour la plupart, les coordinations sont d'accord. Petit bémol, la pénurie d'eau qui sévit depuis plusieurs jours dans certaines localités de Dakar, mais aussi d'autres régions du Sénégal. Il va falloir que la communauté s'organise
pour pouvoir recueillir de l'eau et le mettre à la disposition des établissements pour que les enfants puissent les utiliser, le personnel de manière générale. Bon, il y a des zones où l'eau a été purement et simplement coupée. Nous demandons au ministre de l'eau de pouvoir intervenir. Une préoccupation également pour la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Damsek en est le secrétaire général. Déjà, au niveau des ondes, mais je pense que d'ici la rentrée, ceci va être corrigé. Et nous pensons aussi que partout ailleurs, tous les problèmes de manquement devraient normalement être corrigé le plus rapidement possible. Le compte à rebours a été fait, mais de mon point de vue, il y a des rectificatifs à faire par-ci et par-là. Les comités de veille devraient normalement tout faire pour mettre au point l'ensemble des grandes lignes du protocole. Abdoulaye Fane de l'UNAPES demande lui aux parents d'accompagner leurs enfants au moins les 2 premiers jours de cette rentrée. S'ils constatent que le dispositif sanitaire n'est pas opérationnel, il les invite à laisser tout simplement les enfants à la maison. Être complet, le ministère de l'Éducation nationale rassure, tous les problèmes vont être réglés pour une bonne reprise des cours. À ce propos, le porte-parole de ce département ministériel révèle que les problèmes d'eau au lycée Seydou Nourou Tall sont sur le point d'être résolus, comme vous l'avez entendu dans le reportage de Cheikh Tidiane Diagne. Mohamedou Moustapha Diagne est au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. C'est vrai que le ministre avait dit que s'il manque un élément, il ne faut pas ouvrir. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'il faut croiser les bras et ne pas trouver des solutions au niveau local. Sur Seydou Nourou Tall, donc le problème a trouvé une solution, puisque c'est un problème qui date de 2015. Depuis 2015, les travaux évidemment du pont ont malheureusement altéré les installations donc, de l'ancienne SDE et qui ont fait qu'il y a des coupures d'eau au niveau de Seydou Nourou Tall. Maintenant, une solution a été trouvée avec les sapeurs-pompiers qui vont alimenter toutes les 48 heures, évidemment, l'école pour que ça puisse continuer. Seules les classes de terminale vont ouvrir. En principe, pour les grandes écoles, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour le reste, donc, par exemple, pour les écoles qui sont dans des abris provisoires, ou bien pour les classes qui sont dans des abris provisoires, ou bien dans des lieux inondés, évidemment, ces cours-là seront délocalisés. Nous avons fait une tournée et les gouverneurs, les préfets, en relation avec les IA et les IF, donc, ont trouvé des solutions au niveau local. Donc, certaines écoles même sont délocalisées au niveau d'autres infrastructures pour pouvoir abriter les cours. Puisque c'est une reprise progressive, évidemment, tous les élèves ne viennent pas à l'école. Je peux vous assurer que la reprise sera assurée dès demain et que les élèves, les enseignants sont prêts à donc assurer les cours. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Covid-19 au Sénégal, le point du jour. On enregistre 4 nouveaux décès ce mardi 23 juin. Et ces dernières 24 heures, 95 nouveaux cas ont été enregistrés. À ce jour, le Sénégal enregistre 6129 cas, dont 4072 guéris et 93 décès. En tout, 1963 patients sont actuellement pris en charge. Le SAMES brandit la menace d'aller en grève pour dénoncer les mauvaises conditions de travail des agents de santé dans ce contexte de pandémie de coronavirus. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal souligne que ces agents n'ont rien reçu du fonds Force Covid-19. Synthèse du communiqué du syndicat des médecins avec Koumba Sandiane Faye. Le SAMES informe la population qu'aucun agent de santé n'a reçu de l'argent en échange d'une hospitalisation de malades. Le syndicat a fait savoir que les équipes même d'investigation manquent cruellement d'appui et les comités de développement sanitaire supportent la quasi-totalité des charges. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal exige le respect et la sécurité des agents de santé et va demander purement et simplement l'arrêt des missions de prélèvement sur le terrain. Le syndicat dénonce le relâchement constaté dans la population et même au sein des forces de défense et de sécurité chargées d'appliquer les mesures de port obligatoire de masques dans les lieux publics et dans les transports. Et bientôt, la barre des 100 décès franchie. Le SAMES pense que l'État doit se ressaisir et suivre les indications du Comité national de gestion des épidémies. Le deuxième aspect abordé par le syndicat, c'est par rapport aux dettes de l'État dues aux structures de santé. Le SAMES alerte et
et compte faire face. Le syndicat n'exclut aucune méthode de lutte. Le syndicat autonome des médecins promet de publier prochainement son plan d'action au regard de tous ces problèmes identifiés et demande aux agents de santé de se tenir prêts et de ne prendre aucun risque dans le suivi des contacts. À noter également la fin de la grève des médecins doctorants qui avaient entamé un mouvement d'humeur hier. Les médecins doctorants qui servaient au CTE, le centre de traitement épidémiologique de l'ex-hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Vous entendrez leur porte-parole dans nos prochaines éditions. Le service national pour l'éducation et l'information pour la santé mise sur l'approche communautaire. Les responsables du SNEPS mènent des actions de sensibilisation auprès des communautés pour le respect des gestes barrières. Nafissatou Silla. Sensibiliser encore et encore pour endiguer la pandémie au coronavirus au Sénégal par une démarche communautaire. Le SNEPS veut un engagement plus large. Dr Ousmane Gueye, directeur du Centre national de l'éducation et l'information pour la santé. Nous avons convenu avec les gouverneurs de région, les préfets de la région médicale de Dakar de travailler sur les comités locaux de quartier. Et ces comités locaux de quartier sont effectivement composés par l'imam, les délégués de quartier, les AEC, les Badiengor, les relais communautaires et les jeunes. Un groupe de 10 dans chaque quartier et ils sont investis de la mission de sensibiliser les populations de cette maladie. Entre autres objectifs de cette politique, anéantir la stigmatisation. Qui aujourd'hui, vous savez, nous empêche vraiment d'avoir certains résultats, surtout les malades qui sont chez eux et qui refusent d'aller au niveau des structures sanitaires parce qu'ils ont peur de cette stigmatisation. Aujourd'hui, à Dakar, 356 quartiers pratiquement, il y a 356 comités locaux et qui sont gérés directement par les districts sanitaires. Même les ASC nous sollicitent ou bien nous avons un autre calendrier pour Dakar. Pour chaque district, nous avons 48 heures. Hier, on était à Guédiawaye, à Wahina Nunzat. La fois dernière, on était à Rufisque Bambilor. Éviter le relâchement par rapport aux gestes barrières, une démission des comités locaux de quartier. La bataille, elle est longue pendant 3 ou 4 mois. Quelque part, on retrouve un relâchement et ainsi de suite. Mais ça ne doit pas nous pousser, nous, en tant qu'autorité, de baisser les bras. Il faut qu'on continue à sensibiliser. C'est pas facile d'être toujours sous masque avec cette chaleur, c'est difficile. Mais sachons qu'effectivement, c'est avec ce masque qu'on peut avoir vraiment une victoire finale. Cet engagement communautaire consiste en une sensibilisation de proximité. Des visites à domicile seront effectuées, mais hautement sécurisées. RFM. L'actualité internationale. 12h, bientôt 25 minutes. Rebonjour Georges Détié Diop. Rebonjour Souleymane. Au Mali, une première depuis le début de la crise politique et sociale. La majorité présidentielle et le mouvement contestataire se sont rencontrés. C'était hier. Aucune proposition concrète pour l'heure, mais selon RFI, un cadre de dialogue semble avoir été instauré pendant ce temps. L'Union africaine appelle au calme Oumou Kalsoumli. La Commission de l'Union africaine encourage les acteurs à éviter tout recours à la violence et exhorte les parties à travailler ensemble en vue de trouver des solutions consensuelles de sortie de crise. Les recommandations devront prendre en compte les aspirations du peuple malien et des forces vives. L'Union africaine, à travers un communiqué rendu public, se dit vivement préoccupée par la grave crise qui secoue le pays depuis les manifestations du 5 juin dernier. Toutefois, Moussa Faki Mohamed salue le caractère pacifique des manifestations au cours desquelles la démission du président Ibeka est demandée. Va-t-on vers un dialogue politique entre les deux parties opposées depuis le début de la crise politique et sociale? Hier mardi, le leader du mouvement contestataire qui réclame la démission du chef de l'État et les représentants de la majorité se sont rencontrés à Bamako. C'est une première. À ce stade, aucune proposition concrète n'est encore sur la table, mais un cadre de dialogue semble avoir été instauré. La rencontre n'a duré qu'un peu plus d'1 heure, mais a mobilisé de nombreux leaders du pays. Une rencontre qui s'est déroulée à l'absence de l'imam Diko, qui avait rencontré la majorité dimanche dernier, selon une source officielle. En Tunisie, les manifestations se poursuivent à Tataouine, dans le sud du pays. Des centaines de Tunisiens étaient dans la rue hier pour appeler à la libération d'une figure du mouvement de contestation qui réclame les milliers d'emplois promis par le gouvernement en 2017. Un conseil ministériel spécial est prévu vendredi sur la situation Tataouine selon le gouvernement. Un remaniement partiel du gouvernement algérien. Les ministres de l'énergie et des finances remplacés. Abdelmajid Attar, ancien dirigeant de la compagnie
compagnie pétrolière Sonatrach devient ministre de l'énergie. Les finances vont désormais au gouverneur de la Banque centrale, Ayman Ben Abderrahman, qui remplace Abderrahman Baouya. Le désormais ex-ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, est déplacé plutôt à la tête du ministère des Mines. Au Gabon, l'Assemblée nationale adopte un très controversé projet de loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Le projet de loi est contesté par l'opinion gabonaise et divise même au sein de la majorité au pouvoir. C'est hier mardi que les députés ont voté le projet de loi soumis par le gouvernement. 48 ont voté pour et 24 contre. 25 se sont abstenus. La loi votée par les députés doit être également votée par les sénateurs avant sa promulgation. Et puis en Afrique du Sud, un tribunal a annulé le mandat d'arrêt contre l'ancien président Jacob Zuma. Il s'agit de la haute cour de Pietermaritzburg. Selon BBC, la décision est motivée par une lettre du médecin confirmant le mauvais état de santé de Jacob Zuma déposé par son avocat. Le mandat d'arrêt a été émis en février. Jacob Zuma ne s'était pas présenté au tribunal pour une audience. La procédure préliminaire a débuté hier concernant le procès pour corruption, procès dans lequel Jacob Zuma est accusé d'avoir reçu des pots de vin de la société d'aroma française Thales il y a 20 ans. L'audience Souleymane a finalement été reportée au mois de septembre. Merci Georges Détié Diop. RFM Sport. L'actualité sportive de ce mercredi dominée par le football. En Espagne, le Real Madrid va tenter de reprendre son fauteuil de leader occupé par le FC Barcelone. En Angleterre, Sadio Mané et Liverpool vont tenter de se rapprocher davantage du titre de Première Ligue. Le point de l'actualité sportive avec Sodetiam. D'abord, la suite de la 31e journée de la Première Ligue. Liverpool de Sadio Mané accueille Crystal Palace ce soir à 19h15. Une victoire pour les Reds et ce sera un grand pas. Et si son défunt Manchester City qui rend visite à Chelsea demain fait un faux pas, Sadio Mané et ses coéquipiers pourraient être soulagés. Toujours pour cette 31e journée de la Première Ligue, à 17h, Manchester United fera face à Sheffield United. Wolverhampton accueille Bournemouth, Norwich Everton, Newcastle Aston Villa. Et pour demain, Southampton fera face à Arsenal, Burnley, Watford, Chelsea et Manchester City. Côté transfert en Angleterre, le défenseur d'Arsenal, David Luiz, a prolongé son contrat d'1 an, tandis que ses coéquipiers Cédric Soares et Pablo Mari, prêtés par Southampton et Flamengo, ont été définitivement transférés. En Espagne, c'est aussi la suite de la 31e journée. Le FC Barcelone a repris les rênes hier après sa victoire sur Athletic Bilbao. Lionel Messi et ses coéquipiers vont suivre de près la rencontre Real Madrid-Mallorca de ce soir. En cas de victoire, les Madrilènes pourraient retrouver à nouveau la première place. Toujours pour cette 31e journée de la Liga, Real Sociedad va accueillir Celta Vigo, Alves fera face à Osasuna et pour demain jeudi, Eibar Valence, Betis Séville, Espanyol Barcelone. En Italie, c'est la suite de la 27e journée avec Naples de Kalidou Koulibaly qui s'est imposé hier face à Hellas Vérone. 2-0. Pour la suite de cette 27e journée aujourd'hui, Inter fera face à Sassuolo, Atlanta Bergame, Lazio Rome, AS Rome fera face aussi à Sampdoria Gênes. Côté transfert en France, à la recherche d'un gardien pour pallier le départ de Paul Bernardoni à Angers, Nîmes a officialisé ce mercredi le recrutement de Baptiste René, attendu depuis plusieurs jours. Arrivé de Toulouse, l'ex-international espoir de 29 ans avec 3 sélections s'est engagé pour 2 saisons et portera le numéro 30. Toujours pour le mercato, le Paris Saint-Germain et le Barça veulent profiter de l'attention d'Ombolé Mourinho. Après une vive explication avec son entraîneur lundi dernier, le Français est décidé à quitter Tottenham. Le Paris Saint-Germain et le Barça sont déjà actifs sur le dossier. Sur le plan national, parlons basketball avec la direction technique nationale qui a lancé officiellement le projet Futur Gaindé. Il sera piloté par l'ancienne Lyon Astundiaï, actuel général manager des équipes féminines de basketball du Sénégal. Ce projet est matérialisé par la mise en place d'une plateforme en ligne pour détecter de futurs talents. 12h31, je vous le disais dans les titres, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a baissé ses taux directeurs. Selon des spécialistes, cette décision de l'institution financière permettra aux banques de souffler en cette période de pandémie. Par contre, certains économistes dénoncent la non-répercussion de ces baisses sur les consommateurs et proposent des réformes de la BCEAO pour une bonne politique monétaire. Amadou Sabarba.
Encore une baisse des taux directeurs de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En fait, c'est quoi un taux directeur? Tentative de réponse avec professeur Babacar Sène, agrégé en économie spécialisé en monnaie et finance. C'est un taux de référence. Les banques, lorsqu'elles sollicitent la Banque centrale pour se refinancer, c'est ce taux qui va être le taux de référence. Donc, à partir de ce taux-là, donc les banques vont obtenir des liquidités auprès de la Banque centrale. À partir des liquidités obtenues, elles pourront reprêter maintenant aux entreprises, aux ménages États, en fixant une prime. Le directeur du Centre de recherche économique appliquée et du Laboratoire de finances pour le développement affirme que cette baisse de la BCEAO vient à son heure. L'économie a besoin de financement dans ce contexte de récession. La Banque centrale a jugé pertinent de baisser ces deux taux directeurs. Donc pour aider les banques à se refinancer à des taux abordables auprès de ces guichets. Autre décision de la BCEAO jugée pertinente par l'économiste, le taux de prêt marginal Seydina Alioune. Un taux qui ressort dans le calcul du taux de base bancaire, du TBB. C'est le taux de crédit qui est fait aux entreprises, aux particuliers, etc. Et c'est sur la base du taux du guichet du prêt marginal que les banques mettent leur commission, mettent leur pourcentage, leur marge. Dans l'espace UEMOA, aucune corrélation entre les taux directeurs de la BCEAO et le taux des banques, constate Elhadj Mansour Samb, l'économiste, chercheur et écrivain, estime que le consommateur est lésé. Cette activité financière de la BCEAO, ça permet peut-être de remplir les caisses des banques, mais tout le monde sait que pour ce qui est de la création de richesse, tout le monde sait que pour ce qui est du crédit aux ménages et aux entreprises, ça n'a aucun impact. À cause de ça, que les gens veulent vraiment une réforme de la BCEAO, que les gens veulent vraiment changer les statuts de la BCEAO pour que les taux d'intérêt de la BCEAO vraiment puissent agir directement sur le marché sénégalais. Dans le cadre des plans de relance mis en place par les États et l'assouplissement progressif des restrictions de déplacement, les membres du comité de politique monétaire ont décidé d'accompagner cette dynamique en baissant de 50 points de base les taux directeurs de la Banque centrale, selon un communiqué de la BCEAO. Économie toujours, secteur primaire. Et pour le reportage hivernage du jour, nous vous amenons à Kaffrine. Dans le Ndoukoumane, certains cultivateurs qui avaient procédé au premier semis vont devoir les reprendre. Explication dans ce reportage d'Oumar Ndiaye. Inquiétude chez les paysans après que certains avaient semé jusqu'après les premières pluies. Le constat est cependant que beaucoup de ces semis commencent à pourrir. Mamadou Gaye, habitant de Type Saloum, nous en dit plus. Certains avaient semé après les premières pluies, mais avec ce retard, les semis vont pourrir. Beaucoup de cultivateurs vont reprendre les semis, ce qui va entraîner un retard considérable dans leur travail. C'est pourquoi ils demandent à l'État de mettre à leur disposition de l'engrais au plus vite pour booster les cultures. On va reprendre les semis. Oui, ça va sûrement impacter sur la saison. Toute reprise de semis engendre forcément un retard. Nous n'avons pas encore reçu de semences, d'intrants non plus. Mes semis avaient déjà commencé à pousser, mais avec ce retard, je crains qu'ils vont pourrir. Nous sommes inquiets parce que s'il y a du vent, le soleil consume d'habitude les plantes qui commencent à pousser. Contrairement à ceux qui n'avaient semé que du mil, certains paysans de l'est du Ndoukoumane, eux, avaient enfoui de l'arachide dans le sol. Ceux-là sont plus inquiets encore avec le retard des pluies. Kaffrine, Oumar Ndiaye, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous en venons maintenant à Coronews, l'actualité de la pandémie à Covid-19 à travers le monde. Anna Rocha. 4 victimes de plus du coronavirus au Sénégal qui enregistrent 92 décès avec désormais au moins 3 décès par jour depuis plus d'une semaine. Depuis mars, le Sénégal a enregistré officiellement 6129 cas. Notre pays est donc encore très loin de l'Afrique du Sud, pays le plus touché sur le continent qui a franchi la barre des 100 000 cas pour près de 2000 décès. L'Afrique du Sud, justement, qui va lancer cette semaine le premier essai clinique d'un vaccin contre le coronavirus organisé sur le continent. L'annonce a été faite par l'Université de Johannesburg. Ce vaccin a été développé par le Jenner Institute de l'Université d'Oxford et est déjà en phase test au Royaume-Uni, où plus de 4000 personnes doivent y participer. En Afrique du Sud, quelques 2000 personnes ont été enrôlées dans cet essai, dont 50 atteints du virus du VIH. Au Maroc, plus de 10 000 cas de coronavirus ont été enregistrés pour plus de 200 décès, mais le pays poursuit son déconfinement. Le championnat de football, interrompu depuis mi-mars, va reprendre fin juillet. L'annonce a été faite par le ministre de la Culture et des Sports du Royaume chérifien qui précise que les entraînements vont débuter cette semaine. Après l'Allemagne, inquiétude en Australie où l'armée a été appelée en renfort après l'apparition d'un foyer épidémique à Melbourne.
C'est la deuxième ville la plus peuplée de l'immense île continent. L'État de Victoria a recensé depuis plus d'une semaine plus de 10 nouveaux cas chaque jour. Il s'agit donc d'une hausse importante dans un pays où l'épidémie semblait jusque-là maîtrisée. Les militaires vont participer au traçage des contacts des personnes infectées. Ils vont aussi effectuer des tests pour obtenir les résultats rapidement. En France, la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire auditionne cet après-midi à 15h temps universel le professeur Didier Raoult. Le directeur de l'UHU maladies infectieuses de Marseille devrait être interrogé sur le bilan de son traitement à base d'hydroxychloroquine, son retrait du conseil scientifique, les tests de dépistage entre autres. La commission d'enquête a déjà auditionné le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, et le président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfrécy. Nous restons en Europe avec l'Union européenne qui envisagerait d'interdire son territoire aux Américains une fois qu'elle aura rouvert ses frontières à des pays tiers, notamment à partir du 1er juillet. Une information du New York Times qui cite 2 listes de pays dont les ressortissants seraient autorisés à se rendre en Europe et qui font l'objet de négociations au sein de l'UE. Les Américains sont pour l'instant exclus des 2 listes, tout comme le Brésil. Justement, le pays de Bolsonaro qui a enregistré la moitié des 100 000 morts du coronavirus recensés en Amérique latine et aux Caraïbes. Plus de 2 100 000 cas de contamination ont été recensés dans la région depuis le début de la pandémie. Parmi les pays les plus touchés, le Pérou, où plus de 200 policiers sont morts du coronavirus et plus de 15 000 ont été contaminés en tentant de faire respecter le confinement dans le pays. Le Pérou, avec 33 millions d'habitants, compte plus de 250 000 cas déclarés de Covid-19 et près de 9 000 morts. À ce jour, plus de 475 000 morts du coronavirus sont recensés dans le monde. Le nombre de personnes jusque-là infectées a dépassé 9 200 000. Vous avez dû rectifier de vous-même. Il s'agissait de Youssouf Bodian et non pas d'Anna Roche. À toutes mes excuses. RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 24 juin 2020, lui, est commentée par Georges Détié-Diop. Les chiffres du coronavirus. Vox Populi relève que le Sénégal a franchi le cap des 6 000 cas. 6 034 précisément, souligne Libération. Le Soleil, lui, préfère mettre en exergue le nombre de personnes guéries. Plus de 4 000 si l'on se fie au quotidien gouvernemental. Le chiffre exact, 4 046, soulignent les journaux, dont Libération qui indique par ailleurs que la région de Dakar vient en tête avec un total de 4 585 cas positifs détectés depuis l'apparition du virus. Le nombre de décès est maintenant de 89. L'Observateur en parle à sa page 2 et fait état de 64 nouveaux cas et 1898 sous traitement. Pendant ce temps, Tribune tire la sonnette et affirme qu'à presque 7000 cas, le pire guette le Sénégal. Selon mon confrère, la courbe n'est pas totalement dans une phase déclinante, surtout que l'on note une recrudescence des cas issus de la transmission communautaire. Attention donc, s'exclame le journal Tribune. Attention, surtout que les écoles rouvrent leurs portes demain. Problème, si l'on se fie à Sud Quotidien, l'on s'achemine vers un deuxième fiasco. Le journal indique que cette rentrée des classes d'examen ne sera pas générale dans le pays. Certains établissements comme le lycée Seydou Nourou Tall et les écoles françaises au Sénégal ne vont pas se plier à la décision du gouvernement. À ce spectre qui pèse sur la rentrée des classes s'ajoute le doute de certains parents d'envoyer leurs enfants à l'école face au risque croissant de la propagation de la maladie. Ce n'est pas la seule difficulté. Le Témoin affirme que la pénurie d'eau dans l'espace scolaire risque de compromettre la reprise des cours. Le journal note qu'à Dakar et sa banlieue, la plupart des établissements scolaires, malgré la mise en œuvre du protocole sanitaire, souffrent d'un déficit d'eau sans précédent. De quoi faire tomber à l'eau cette énième réouverture des classes, s'exclame le Témoin. Enquête s'arrête sur l'ordonnance modifiant la loi de finances initiale et titre « La Covid impose son budget ». Le journal indique qu'avec un taux de croissance revu à 1,1%, une baisse de plus de 300 milliards de francs CFA de recettes fiscales, un déficit budgétaire projeté à plus de 6%, les signaux de l'économie sénégalaise virent au rouge à la grande inquiétude du gouvernement qui s'ajuste à travers l'ordonnance du 17 juin modifiant la loi de finances initiale 2020. Le gouvernement est en train de travailler aussi sur une deuxième opération de distribution des denrées alimentaires qui va concerner 100 000 ménages, du moins si l'on s'en tient à Source A qui prédit des ennuis. Et pour cause, Source A fait savoir que les fournisseurs ne veulent pas entendre parler des pâtes. La gestion de la pandémie, le professeur Souleymane Bachir Diagne en parle dans l'Observateur. Selon lui, il y a tâtonnement. C'est à propos des scientifiques qui peinent à trouver un remède. Interview à lire à la page 4 du journal. Souleymane Bachir Diagne évoque aussi la mort
mort de George Floyd, la statue Faidherbe, la situation de l'école sénégalaise. Toujours dans l'Observateur, une enquête sur l'homme qui fait des vagues sur le littoral. La vraie histoire de Djibril Diallo, propriétaire de 2000 mètres carrés sur la corniche dakaroise. Selon le journal, Djibril Diallo, 67 ans, incarne le nouveau visage de la spoliation présumée sans vraiment être connu du grand public sénégalais. Le foncier toujours avec l'attribution de terres en faveur de Cameroun à Somone. L'AS informe que les populations de Guéréo s'insurgent contre le décret accordant leurs terres à l'hôtel Cameroun pour faire une extension sur la rive droite de la lagune. Les personnes affectées, regroupées au sein d'un collectif, ont entamé un combat pour dire non à ce qu'elles qualifient d'injustice. À la une du quotidien Le Quotidien, exploitation du pétrole de Sangomar, Woodside maintient ses délais. La compagnie australienne affirme pouvoir réceptionner son premier baril en 2023, tel qu'elle l'avait prévu. Un coup d'œil à présent dans les Échos. Le journal rend compte de la réunion hier des chefs d'État de la CEDEAO non membres de l'UEMOA sur l'Écho. Selon le journal, le Nigeria et la Guinée clash Dakar et Abidjan. Les Échos rapportent des propos de Mohamedou Buhari selon lesquels le projet est compromis par les tentatives de certains pays de progresser plus rapidement que le calendrier convenu. Alpha Condé lui avertit qu'en aucun cas la Guinée ne saurait adhérer à une zone monétaire sans les 15 États. Sport pour terminer, en attraction ce soir, Liverpool Crystal Palace. Sadio Mané contre Cheikhou Kouyaté. Ainsi, Record s'interroge si Kouyaté va retarder le sacre de Sadio. Les Reds, selon le journal, n'ont qu'à s'imposer et espérer une défaite ou même un nul de City contre Chelsea jeudi. Ce qui fait dire à Stade que si Liverpool s'impose, il peut être sacré jeudi. Stade qui titre Sadio et les Reds se réveiller ou installer le doute. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h43, bienvenue à Point de vue. Nous discutons aujourd'hui des réserves et objections émises par des acteurs de la santé par rapport à la gestion de la riposte au Covid-19 au Sénégal. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le docteur Oumar Konaté, médecin, secrétaire général adjoint de l'Association des propriétaires de cliniques du Sénégal. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Nous sommes également avec M. Cheikh Seck, coordonnateur du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale. Bonjour, Cheikh Seck. Bonjour, Suleiman. Alors, nous allons essayer de résumer la discussion en 10 minutes. D'abord, Cheikh Seck, qu'est-ce qui explique cette levée de bouclier des organisations, des professionnels de la santé? On a entendu Andy Gussum, le SAMES, donc médecins et autres acteurs de la santé. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, c'est lié au fait que peut-être les gens ont une inquiétude. Vous savez, on est dans un État. L'État peut-être ne gère pas uniquement le social. Il gère l'économie, il gère d'autres intérêts. Et nous nous sommes rendus compte qu'à une certaine période, pratiquement quand on parlait de résilience, on pensait beaucoup plus à des structures privées. Parce que quand on nous dit, par exemple, il y a 1000 milliards pour, en tout cas, prendre en charge dans le cadre de la résilience, nous avons vu que presque 800 et quelques milliards ont été donnés au secteur privé. Alors que ceux qui sont dans le secteur de la santé et de l'action sociale, aujourd'hui attendent à ce que réellement les problèmes majeurs du secteur, que ce soit dans le domaine du personnel, que ce soit dans le domaine de l'équipement, que ce soit des points de plateforme qui ont été mis en place et qui ont fait l'objet de discussions et qui ont été suspendus par ces différentes organisations syndicales dans le cadre de leur lutte, attendez au moins, dans le cadre de cette résilience, qu'on les appelle et qu'on discute avec eux. Malheureusement, on a l'impression que nous sommes oubliés alors que nous sommes les plus exposés et nous sommes les premiers acteurs. Je vais vous donner pour quelques exemples. Sur les 1000, par exemple, milliards que l'État du Sénégal a dit mettre sur la table, presque les 700 ou 800 milliards vont dans le secteur privé, entre les entreprises et peut-être le secteur hôtelier. Précisément, 64 milliards étaient prévus pour la mise à niveau du système de santé. Voilà, même les 64 milliards dont on parle, c'est comment ces 64 milliards ont été répartis. C'est ça le véritable problème. Et à une certaine période, pratiquement, on nous avait appelé dans le cadre de la mise en place, parce que lors du dernier conseil présidentiel du 9 avril, le président avait demandé à ce qu'on élabore un plan stratégique pour les 5 prochaines années,
Et il était prêt à mettre suffisamment d'argent, en tout cas pour couvrir ce plan-là, et permettra au moins de sortir de cette situation qu'on était en train de vivre. Mais justement, écoutons le docteur Omar Konaté, médecin et secrétaire général adjoint de l'Association des propriétaires de cliniques du Sénégal, à ce sujet. Docteur, après avoir réagi sur cette levée de bouclier presque générale des acteurs de la santé, est-ce que le secteur reçoit vraiment les subsides de l'État pour être à niveau et combattre efficacement cette pandémie de Covid-19? Quel est votre point de vue, vous, en tant qu'association des propriétaires de cliniques du Sénégal? Merci de nous avoir invités à ce débat. Merci. Bonjour également aux auditeurs qui nous écoutent, les auditeurs de la radio Futur Média. Écoutez, par rapport à cette situation-là, je vous dis un non catégorique. Un non catégorique parce que depuis le début, nous avons à la limite été écartés du système. Nous, c'est-à-dire les cliniques privées, c'est ça, du Sénégal. Les cliniques privées. Oui, je parle au nom des cliniques privées. Donc, les cliniques privées, nous avons été écartés. Depuis le début, on a, même par rapport à l'expertise, on donne notre avis, on ne va pas demander notre avis. On s'est pointé, on a essayé de faire des communiqués par rapport à tout ça. Rien n'a été fait pour qu'on soit associé donc à cette lutte, à cette guerre. Donc, est-ce que vous avez des explications? À quoi attribuez-vous cela? On ne se l'explique pas. On ne se l'explique pas parce que on a écrit au ministère, on a écrit aux différentes des directions qui étaient concernées. Je vous dis, même par rapport à la distribution du matériel pour une prise en charge, pour la prévention. Les EPI, les équipements de protection individuelle. Moi-même personnellement qui m'occupais donc de faire le truc au niveau des cliniques privées. Écoutez, on a fait notre demande, on l'a adressé au ministère et jusque-là, donc, pas de réponse. Très bien. Alors, cher Seck, à tous les deux d'ailleurs, mais cher Seck d'abord, quelle peut être la conséquence de cet état de fait, de cette situation sur la motivation déjà des acteurs et sur l'efficacité du système pour combattre cette pandémie? Est-ce que vous avez l'impression que la mobilisation est aussi grande qu'au début de la pandémie aujourd'hui? Non, ça n'a pas. Parce que le relâchement, vous l'avez constaté par vous-même. Or, quand il y a un relâchement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans nos structures sanitaires? C'est des gens qui restent chez eux. Ils tombent malades, ils ne viennent pas à la structure jusqu'à ce que la situation devienne grave. Ils arrivent en catastrophe dans nos structures et ils exposent. Aujourd'hui, on est complètement débordé. Pratiquement, il y a plus de malades qui sont à domicile. Il y a beaucoup de malades, je ne dirais pas plus de malades, il y a beaucoup de malades qui sont à domicile et qui n'ont pas de place au niveau des structures. Mais cher Seck, ce qu'on nous signale aussi, c'est qu'au niveau des structures sanitaires, il y a une sorte de relâchement, de démobilisation des acteurs, ce qui fait que même les gestes barrières qu'on est en droit d'attendre des acteurs qui accueillent les malades pour d'autres maladies ou pour d'autres services, pour d'autres consultations, ces mesures ne sont pas en place. Mais c'est pas normal, même en dehors de toute activité, un agent de santé, dans ses activités, doit toujours jouer dans le cadre de la prévention, même s'il n'y a pas d'épidémie. Ça, c'est la règle la plus élémentaire que nous devons nous faire. Mais le problème majeur, je vous ai dit tout à l'heure, c'est par rapport au relâchement. Et ce relâchement-là, c'est lié à des problèmes purement économiques. Quand on dit on ouvre le transport, quand on dit on ouvre les mosquées, quand on dit on autorise certains rassemblements, ça veut dire que même vous avez beau sensibiliser les gens, à quoi faire d'être plus royal que le roi? Et c'est ça qui a été pratiquement la situation qui a poussé
Je ne dis pas que c'est normal, c'est pas du tout normal. Nous, on continue à sensibiliser nos collègues et nos camarades de continuer à être vigilants. Et cela aussi a beaucoup joué sur le relâchement qui s'est passé au niveau de certaines structures. On s'est dit, mais on se bat, mais de l'autre côté, on ne nous aide pas. Parce qu'aujourd'hui, si on nous avait écoutés, nous, agents de santé, je vous garantis qu'il y a beaucoup de mesures, on n'allait pas les prendre. Mais bon, on est dans un État, et l'État peut-être gère d'autres choses que nous ne maîtrisons pas. Justement. Et c'est ça la situation que nous sommes en train de vivre. En tout cas, merci à vous, coordonnateur du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale. Dernier tour de parole au docteur Omar Konaté, médecin, secrétaire général adjoint de l'Association des propriétaires de cliniques du Sénégal. Docteur, Cheikh Seck l'a évoqué tout à l'heure en filigrane, c'est-à-dire les aspects sanitaires sont relégués au second plan et l'économique, le social l'emporte de plus en plus, voire le politique d'ailleurs, sur les aspects sanitaires. Quoi qu'il en soit, on prédit que la pandémie va se propager davantage au lendemain du relâchement des mesures restrictives qui avaient été prises. Est-ce que vous êtes toujours dans les dispositions pour intégrer le système, la lutte, et qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour ce faire? Mais on est déjà dans la disposition. Depuis le début, on reçoit les gens, on règle des problèmes. Peut-être que ça ne passe pas à la télé, on ne le dit pas. Mais je peux vous assurer que nous sommes devant donc, de la lutte. On est au devant. Maintenant, par rapport au relâchement dont vous parlez, non, je ne pense pas que... personnellement, par exemple, moi, à la clinique, les mesures barrières sont toujours respectées et on ne néglige rien du tout. Et j'espère que c'est ce qui se passe dans les autres cliniques. Peut-être dans les centres de santé également ou à l'hôpital. Mais je pense que ce qui se passe réellement, c'est que le système, les gens ont commencé à être dépassés parce que tout simplement, il y a eu un relâchement. D'où l'intérêt de votre proposition, qui n'est pas nouvelle, d'intégrer un peu plus le dispositif de lutte. Je vous remercie tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons tout à l'heure dans l'édition en Wolof. En tout cas, à 12h53, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. À 13h, retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en Wolof.